Yo les amis, c'est Finger Pilot. J'espère que vous allez bien. On va entamer le dernier Grand Prix de la saison, la sieste dominicale d'Abu Dhabi. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas une preview sur comment dresser votre lit pour aller dormir. Quoique. Mais non, avec cette nouvelle réglementation, tous les circuits peuvent proposer une course intéressante. On va donc rester prudent. Allez les amis, je vous propose un exercice très intéressant, de faire une introspection de ce très long calendrier et de dégager 6 moments forts qui marquent cette saison. Du coup d'envoi de la saison où Ferrari était favori au titre jusqu'au couronnement de Maximus Prime. Allez, accrochez-vous et remontons le temps ensemble. Et si vous êtes sage, je vous donnerai un bonus à la fin de la vidéo. Mon avis sur l'accrochage de Max et Lewis au Brésil. Finger Pilote. C'était le gros sujet à valider et la raison majeure de cette nouvelle réglementation. Pourra-t-on enfin se suivre? La Formule 1 pourra-t-elle être libérée de l'emprise du Dirty Air qui ruinait les batailles? Déjà, avant le premier week-end de course, on avait des retours enthousiastes des pilotes qui avaient essayé de se suivre lors des essais hivernaux. Le Grand Prix de Bahreïn est venu confirmer cela. Fini le temps où les pilotes n'avaient qu'une seule chance de doubler avant que le matériel se chauffe. Désormais, ils peuvent se bagarrer sur plusieurs tours, se croiser, se décroiser. On n'avait plus vu ça depuis très longtemps. Les pneus 18 pouces ont aussi leur rôle à jouer, car ils permettent aux pilotes de pousser davantage sans se chauffer par rapport aux 13 pouces. Barcelone, véritable circuit de test, a toujours été connu comme la grande messe des premières grosses évolutions dans la saison. En cette année de gel moteur, les équipes se devaient de travailler autant leur aéro que leur département moteur qui allait être gelé à partir de septembre. Red Bull s'impose comme la référence en termes de vitesse de pointe. Ainsi, pour répondre à ce déficit, Ferrari introduit à Barcelone sa deuxième spécification moteur. L'impact est immédiat sur les radars, mais à quel prix? Les moteurs Ferrari tombent comme des mouches ou cassent comme du verre. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan est le test par excellence du moteur, car on pousse au maximum l'unité de puissance sur les bosses de Bakou. Sur les 6 voitures motorisées par Ferrari, seules 2 vont tenir la course. Alpine, qui avait prévenu avoir pris tous les risques sur son moteur, va souffrir toute la saison. N'est-ce pas Fernando Alonso? Plus globalement, cette dualité performance-fiabilité est le combat de tous les ingénieurs de développement en début de réglementation. C'est un peu la fable du lièvre et de la tortue. Faut-il fiabiliser une voiture performante ou améliorer la performance d'une voiture fiable? En tout cas, le commentateur Enzo Ferrari est très clair à ce sujet. Pour gagner, il faut d'abord finir la course. Déjà 2 points évoqués et toujours pas de trace du octuple champion constructeur en titre. Pour cause, pendant que Red Bull et Ferrari se disputaient le championnat, chez Mercedes on essayait de comprendre ce qui n'allait pas sur leur présumé avion de chasse. Dans l'anonymat total, Mercedes grappille dixième après dixième pour rejoindre ses deux rivaux. Et à Silverstone, au bout d'une course allaitante où les 3 écuries fortes du plateau roulent dans les mêmes dixièmes, le monde exulte. On tient notre bataille à 3. Non, désillusion totale. Au Grand Prix suivant au Red Bull Ring, on comprend que c'est certes un regain de forme clair des gris, mais toujours pas dans la catégorie de ses rivales. Sur certains circuits à fort appui comme Budapest, elle peut même signer la pole. Mais sur des circuits rapides comme Spa, Monza ou Suzuka, la W13 n'a tout simplement pas ce qu'il faut dans ses pontons. À Montréal, les capteurs placés sous les voitures par la FIA pour mesurer les secousses ou les oscillations dues au rebond ont révélé un stratagème ignoré jusque-lors. Des écuries jouent avec la flexibilité du plancher. À partir de Spa, les contrôles de rigidité sont renforcés et des plafonds d'accélération verticale sont fixés afin de protéger la santé des pilotes. Mercedes voyait en cette directive un renouveau qui allait jouer en leur faveur. C'est bien Red Bull qui avait maîtrisé les rebonds depuis le début de saison qui sont les grands gagnants, et leurs évolutions introduites à Spa les satellisent loin devant la populace. La suite, vous le savez, et c'est une saison de tous les records de domination pour Max. Quant au Challenger, Ferrari est sûrement le grand perdant de ce championnat, tant qu'il y a un avant et un après Spa. Leur voiture, bien qu'ayant des rebonds, était parfaitement équilibrée et performante. Désormais, la F175 manque d'équilibre en course et donc ronge ses pneus. C'est ainsi que les chances de Ferrari de gagner le championnat se sont envolées au même rythme que les gommes
qui s'échappaient de leur pneu. Oui monsieur, impossible de revenir sur les grands moments de la saison sans évoquer cette saga qui a débuté au Grand Prix de Singapour et qui s'est achevée au Grand Prix d'Austin. Si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite au début de la polémique, vous êtes au courant de tout le contexte. Je ferai une vidéo particulière pour traiter de ce sujet et je parlerai de la FIA dans son intégralité. Donc abonnez-vous pour ne surtout pas rater cette vidéo. Revenons sur le plus important, la course. Peut-être pas. On va finir nos moments marquants de la saison par le Grand Prix où le titre a été décerné. Et comme un symbole, 2022 se finit comme son prédécesseur 2021, dans la cohue et l'incompréhension totale. Une gestion de la sécurité des pilotes qui nous a rappelé les heures les plus sombres de notre sport. Un drapeau rouge à rallonge où on nous communique très peu l'évolution réelle des conditions et les espoirs de relance. Une attribution des points respectés, mais incomprise de tout le paddock tant le règlement à ce sujet n'est pas intuitif et compliqué. Ben Sulayem est arrivé en fin de saison dernière avec plein de bonnes intentions et des promesses d'amélioration. Et pourtant, bien que 2021 ne soit pas une référence en termes d'arbitrage, ils ont réussi le tour de force de faire tout aussi bien cette saison. Mais peut-être pas pire. Il est temps que la FIA balaye devant sa porte car la FOM a mondialisé son produit Formula One. Ce serait dommage que le législateur ne soit pas au niveau de l'enjeu. Tiens, en parlant d'enjeu, et si on évoquait donc le bonus que je vous ai promis? L'incident Max Lewis fait encore parler. Chaque fois qu'ils se rencontrent sur la piste, des étincelles jaillissent, au sens propre comme au sens figuré. Est-ce que Lewis a fermé la porte au virage 2? Oui. La question ne se pose même pas, c'est clair, c'est visible, on le voit tous. Mais le débat n'est pas là. Et si on s'arrête juste à dire que Lewis n'a pas laissé la place, eh bien, on a une vision bien trop simpliste du jugement de l'action. On occulte l'action elle-même qui prend naissance au virage 1. La vraie question à se poser, la question pertinente, à mon sens, est la suivante. Est-ce que Max pouvait prendre ce virage avec Lewis côte à côte s'il y avait de la place? La problématique réside ici. D'aucuns diront que Max avait ses roues proches de Lewis et donc est légitime. S'il suffisait d'avoir les roues à côté de l'autre au moment d'aborder un virage, alors tous les dive bombs seraient autorisés. Max freine tard pour se porter à la hauteur de Lewis et très beau freinage pour le coup, sauf qu'il est trop loin en sortie du virage 1 et a déjà compromis sa chance de passer le virage 2 en l'abordant trop à l'intérieur. Ne perdez pas de vue qu'il s'agit d'une succession de 2 virages et donc l'abord du 1 conditionne le 2. Le positionnement de Max et sa vitesse au moment d'aborder le virage numéro 2 ne permettent pas à Max et Lewis de prendre le virage ensemble. Max est à la perpendiculaire au moment d'aborder le virage, donc techniquement, il ne peut pas prendre le virage avec un autre pilote à côté de lui. Il ne peut donc pas prétendre à la position dans ce virage. Lewis évidemment a cédé de nombreuses fois en 2021. Or, il a compris qu'il n'est plus question de baisser son pantalon à toute tentative de crash. À ce moment, il faut donc se dire que se porter à la hauteur de l'autre voiture ne suffit pas. Il faut être dans une posture qui permet aux deux pilotes de prendre le virage ensemble et non forcer l'autre pilote à avorter le virage au risque de se crasher. Si vous croyez que je me trompe, regardez cette image. Malgré le choc, Max finit sa course hors piste. La manœuvre est belle au premier virage, mais trop optimiste pour être menée à terme. Les monoplaces de Formule 1 ne sont pas des auto-tamponneuses. On ne joue pas à esquive-moi, sinon je te cogne. Et Max qui dit après qu'il voyait la porte se refermer et qu'il savait qu'ils allaient aller au crash et qu'il n'a pas cherché à éviter l'accident, ça ne choque personne. Anyway, nous ne sommes que spectateurs. À la FIA de juger la dangerosité des actes et les interviews post-course. Pour moi, la pénalité est clairement méritée car il y a mise en danger. Voilà les amis, je vous ai donné mes moments forts de cette saison. Bien que le championnat ait été plié très tôt, il y a bien des choses à dire. Évidemment, je ne peux pas tout couvrir et l'objectif est que vous les amis, vous me donnez en commentaire vos moments forts de cette saison. Évidemment les amis, n'oubliez pas les gestes qui sauvent, le like de l'espoir si vous avez apprécié la vidéo et l'abonnement pour rester en alerte des prochaines sorties. Je vous souhaite une bonne fin de saison et à très vite pour les vidéos et débriefs. C'était Fingerpilot. Ciao!